Alors aujourd'hui, on va parler, comme vous le voyez, d'une IA globale, de l'IA en général globale et de certaines opportunités locales. J'ai voulu mettre ces deux relations, je dirais ces deux sujets en relation, parce qu'on entend beaucoup parler de l'IA dans le monde, de tout ce qu'elle peut faire, et je pense qu'il y a quand même des opportunités localement à en tirer. Alors, tout d'abord, l'IA, une simple révolution. Bon, une question un peu bateau, je pense que vous êtes tous au courant de la révolution qu'est l'IA, qu'on peut mettre dans la même catégorie que la machine à vapeur, l'électricité, Internet, l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est une simple révolution? Est-ce que c'est plus que ça? Je pense que les gens vont en débattre encore pendant de nombreuses années. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'actuellement, l'IA, c'est ce que je dirais, c'est une sorte de miroir de l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'on a pris toutes les connaissances humaines, qu'on a mis dans des grandes bases de données, et l'IA peut interroger cette intelligence collective. C'est pour ça que je dis que c'est une sorte de miroir de l'intelligence collective. Le souci, ça pose des soucis en termes de propriété intellectuelle. Alors, bien sûr, les IA maintenant, comme ChatGPT, etc., citent les sources, mais lorsque l'on demande à une IA de fournir un texte, de produire un texte, bah, elle va forcément s'inspirer d'écrivains, d'articles connus, et donc on ne sait pas vraiment est-ce que tous les droits sont OK pour ça. Donc c'est vraiment une question qu'on va se poser, actuellement. Ensuite, alors, elle permet quand même de résoudre des problèmes très complexes. Hein. C'est la force d'avoir toute l'intelligence humaine à disposition. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Par contre, est-ce qu'on peut vraiment parler de créativité à l'heure actuelle, hein, en 2025, fin 2025, autour de l'IA? Vous allez me dire, oui, l'IA, elle peut créer des images, une sorte de créativité. Mais elle va s'inspirer de ce qu'elle a déjà vu auparavant. Donc, je pense qu'on n'a pas encore une IA qui est connectée avec, je sais pas, des capteurs dans le monde et pouvoir identifier des problèmes, des soucis et proposer vraiment des solutions par elle-même. On va voir ça peut-être avec l'AGI, hein, l'intelligence artificielle générale. Donc, ça veut dire que c'est le moment où l'intelligence artificielle atteint le niveau humain. Actuellement, elle est capable de surpasser sur des trucs spécifiques, mais l'AGI, c'est le moment où, voilà, sur tous les sujets, elle atteint notre niveau, puis après, on aura l'ASI, une super intelligence artificielle qui, on suppose, va pouvoir nous permettre d'aller encore plus loin. Ensuite, il y a ces sujets-là, 3 sujets sur lesquels j'ai déjà écrit des articles, et pour éventuellement vous y référer, c'est pas qui me tiennent à cœur, mais disons que c'est des sujets sur lesquels j'aime bien discuter en ce moment. Le premier, c'est celui que j'ai appelé Gen AI versus Gen HI, donc généré par intelligence artificielle ou généré par intelligence humaine. Quelque chose de très important pour moi, je suis une sorte de militant, je voudrais qu'on puisse mettre un watermark sur tout ce qui est généré par l'intelligence humaine, sans aide d'IA. Alors, pourquoi mettre le watermark sur ce qui est généré par l'intelligence humaine, alors qu'actuellement, par exemple, quand vous allez sur TikTok ou je ne sais quoi, vous avez les vidéos qui sont faites par Sora, vous avez un watermark made by Sora. Le souci, c'est que je pense que la majorité du contenu d'Internet a très prochainement fait par des intelligences artificielles. Donc forcément, autant mettre le watermark sur la plus petite partie, et puis ça sera plus simple de mettre ce qui a été vraiment généré par l'intelligence humaine. Et aussi dans le futur, comme les IA s'entraînent sur des données, ils ont besoin de données. Si une IA s'entraîne sur des données qu'elle a générées elle-même, au bout de la 4e, 5e fois, on se rend compte qu'on arrive des fois à des résultats un petit peu surprenants. Donc c'est important aussi de bien identifier ce qui est généré par des humains, de généré par l'intelligence artificielle. Et on pourrait penser à un système pour authentifier ce qui est généré vraiment par un humain avec un système de blockchain. Hein, la blockchain, c'est une sorte de grande base de données dans laquelle on peut identifier la traçabilité de qui l'a fait, quand il l'a fait, etc. Donc c'est vraiment une source, une preuve. Donc ça, c'est le premier sujet. Voilà, je pense que c'est important, et puis aussi pour les gens de savoir, quand ils regardent quelque chose, par quoi ça a été généré. Personnellement, j'aimerais bien le savoir. L'autre sujet, rapidement aussi, c'est ce qu'on appelle les compagnons IA. Donc, notamment Meta, hein, Facebook, Instagram, ils travaillent sur un système de compagnons, c'est-à-dire des sortes d'assistants, mais plus que ça, c'est un peu des sortes d'amis
pour les gens qui auraient toujours à disposition une personne, une IA à qui parler, par exemple, pour dire ses soucis, raconter sa journée, faire ce genre de choses. Comme les gens sont de plus en plus isolés, seuls chez eux avec Internet, c'est quelque chose qui tend à se développer à mon avis, ce qu'on appelle les IA relationnels, une sorte d'amis numérique. C'est un peu inquiétant, mais Meta travaille sur ça, principalement pour toujours nous isoler le plus possible dans leur écosystème. On donne des données, ils nous fournissent des pubs, bon, vous comprenez la suite, un peu comme les réseaux sociaux. Et Grok aussi, donc de X.com, Elon Musk, travaille sur la même chose. Donc là, c'est même pas une IA relationnelle, c'est presque une IA sentimentale. Grok, j'ai fait aussi une petite vidéo sur le sujet, allez la voir, où carrément le compagnon IA cherche à vous draguer. Donc on est à un stade encore supérieur. Le dernier sujet que j'aime bien parler, enfin j'aime bien discuter autour de l'IA, c'est cette machine, donc Majorana One. Alors, c'est pas vraiment de l'IA, c'est un supercomputer, c'est un supercalculateur, c'est ce qu'on appelle un ordinateur quantique. Donc c'est le premier fourni par Microsoft apparemment, qui a l'air de fonctionner. Je ne peux pas vous le tester, mais voilà, ça tient dans le creux d'une main. Alors c'est ultra puissant, un ordinateur quantique, je ne vais pas vous expliquer exactement ce que c'est, mais voilà, on va dire que ça explose les CPU actuels. Et on branche ça sur une IA assez puissante, assez capable, eh bien, on peut générer par exemple l'intégralité du catalogue Netflix en quelques secondes. Donc des dizaines, voire même des centaines de séries générées en quelques secondes, en 4K, tout ce que vous voulez. Alors je ne sais pas ce que le résultat ça donnerait, mais c'est pour vous donner une idée de la puissance de ce type d'ordinateur lié avec de l'IA. On va arriver à un moment où on va avoir, je dirais, ce qu'on appelle un trouble de la réalité. C'est-à-dire que les gens ne sauront plus vraiment faire la différence entre ce qui est généré par une IA, ce qui est de la réalité, de ce qu'ils voient sur Internet. Ça va être difficile, vraiment. Et je pense que ça peut créer des problèmes, comme tout ce qui est autour des fake news, du deepfake, tout ce genre de vidéos. Ça va être tellement poussé que ça risque vraiment de poser des problèmes. Donc, ça revient un peu au premier point dont je parlais. Mais ce type d'ordinateur va vraiment accélérer encore plus ce genre de choses. Et puis enfin, en termes de sécurité, ça explose toutes les sécurités actuelles du web, que ce soit votre banque, votre site web, votre Shopify, je ne sais quoi. Tous les algorithmes sont craqués en quelques secondes. Alors actuellement, il y a des gens qui travaillent sur des algorithmes encore plus puissants, qui surtout, une fois qu'on essaie de le craquer, détruit les données, ce genre de choses. Bon, on trouvera forcément des solutions, mais c'est un point qui est important à discuter. Alors autour de l'IA, on a quasiment que des géants américains pour l'instant, qui sont incontournables. Donc je vais vous parler de quelques acteurs importants. Alors le premier forcément, on a OpenAI. Alors OpenAI, forcément, c'est arrivé en 2022, GPT 3.5, c'est un peu le même effet que l'iPhone en 2007. C'est vraiment un moment où il y a un avant et un après. Voilà, on se rend compte de la possibilité, il suffit de parler dans un langage qu'on dit naturel et ça vous donne des réponses assez incroyables. Donc au début, OpenAI, c'était une alliance qui avait pour but l'idée de faire quelque chose d'open source, d'où le Open. C'était une fondation dans laquelle avait participé Elon Musk. Et puis finalement, Microsoft a fait le pari, Satya Nadella a fait le pari de mettre, je crois, 1 milliard, quelque chose comme ça. Bill Gates lui a dit, attention, tu vas brûler 1 milliard. Je pense qu'aujourd'hui, il est très content de son choix. Au niveau de l'infra, ils ont travaillé avec Broadcom, au niveau un peu équipement. Et puis, au niveau logiciel, ils ont utilisé Kubernetes. Bon, moi, j'ai un background d'infrastructure, ce sont des choses qui sont assez parlantes, mais disons que ça permet d'avoir un équilibre entre ce qui était dans le cloud et ce qu'on appelle on-prem, c'est-à-dire des serveurs directement chez eux. Donc, on fait un mix comme ça. Et puis avec GPT 3.5, ça a vraiment explosé. Alors ici, vous voyez une photo du futur data center d'OpenAI, ce qu'on appelle le projet Stargate. Alors on a Trump, on a un gouvernement, on a une banque, on a un intégrateur, puis on a OpenAI. Et le projet, pour 500 milliards, on va créer un super data center
qui va avoir une puissance de 7 gigawatts au niveau électrique, c'est l'équivalent de 7 usines nucléaires. Donc, vous imaginez la puissance de calcul. Bon, 500 milliards, c'est vraiment... disons que les États-Unis, je dirais, acteur majeur de l'IA, accélèrent, investissent et veulent vraiment dominer, comme pour toutes les autres étapes qu'on a eues avant avec Internet, le cloud, etc. On en reparlera un petit peu plus tard. Actuellement, OpenAI, sur quoi ils travaillent? Ils travaillent sur Atlas, c'est un navigateur web. Donc, en gros, c'est un navigateur qu'on va pouvoir automatiser. On va lui dire réserve-moi des choses, et puis on va voir le navigateur bouger, etc. Faire des choses pour nous. Je n'ai pas encore testé, mais ça semble assez intéressant, un peu gadget, mais on verra les cas d'usage. Et puis surtout, l'OpenAI SDK, donc le SDK, qui va permettre d'avoir des applications dans OpenAI. Par exemple, actuellement, ils ont développé l'application Spotify à l'intérieur de ChatGPT. Ce qui fait qu'on va dans ChatGPT, on lui dit donne-moi une musique intéressante sur Spotify. Et depuis ChatGPT, on a accès à Spotify. Donc, eux, ce qu'ils veulent faire, comme tout le monde, ils veulent nous isoler dans leur écosystème avec une interface unique. On pourrait imaginer un téléphone où dessus, il n'y a que ChatGPT. Et on peut soit lui parler, soit lui écrire. Et puis, c'est l'interface qui va aller se connecter à tous les autres services en arrière-plan. Ensuite, on a un autre acteur vraiment important autour de l'IA, c'est NVIDIA. Alors, NVIDIA, une société qui vaut 4 trillions de dollars. Alors, c'est un 4 avec 12 zéros, ça fait beaucoup. Je ne sais plus de quand date le chiffre, mais ils sont à 4,3 ou 4,6 trillions. Donc, c'est 4000 milliards en valeur. En comparaison, LVMH, la première société française, elle a 400 milliards. Donc, il faut au moins 10 LVMH pour faire un NVIDIA. Alors NVIDIA, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une société qui à la base fabrique des GPU, des cartes graphiques. C'était pour faire du gaming. Alors il y a les GPU et les CPU, j'en ai déjà parlé aussi dans un autre article, je vous invite à aller le regarder. Mais en gros, ce sont des composants qu'on ajoute sur un ordinateur qui étaient très très forts pour faire du gaming, donc des calculs de 3D. Ensuite, on s'est rendu compte qu'ils étaient très bons pour miner de la crypto, principalement de l'Ethereum. Au début, les gens achetaient plein de processeurs, de GPU NVIDIA qu'ils mettaient dans des fermes de minage pour générer de l'argent et des bitcoins. Et puis finalement, on se rend compte que c'est très puissant pour faire de l'IA, tous les calculs autour de l'IA. Et ça devient le fournisseur, on va dire, quasi indispensable actuellement pour faire tourner toutes les IA actuelles dans le monde. Donc c'est vraiment la compagnie numéro 1. C'est pour ça qu'elle est devant toutes les autres. 4,4 ou 6 milliards, 1000 milliards de dollars devant, ça c'est mortgage, donc c'est les prêts américains. Microsoft, à peine 4 milliards, Apple, 3,7. Google 3, Amazon 2,4, Meta 1,8, Broadcom 1,7 et la première compagnie au niveau pétrole 1,6 trillions. Donc vraiment, leurs outils sont devenus indispensables. Alors, ils gagnent beaucoup d'argent, donc ils se diversifient un petit peu. En ce moment, la trend autour de NVIDIA, c'est ce qu'ils appellent l'Omniverse, Physical AI. Donc, avec leur GPU, ils mettent à disposition une sorte de logiciel qui permet de créer des mondes virtuels qui auraient toutes les capacités du monde actuel, on va dire. Donc ça peut être très utile pour faire des simulations ou par exemple pour tester des voitures autonomes dans ce monde virtuel plutôt que de les tester dans le vrai monde avec les mêmes capacités que le monde réel. Et puis ça permet aussi de générer dans ce monde virtuel des données synthétiques. Puisque pour entraîner tous les modèles, on a besoin d'énormément de données. Et on commence à avoir épuisé toutes les données qui existent dans le monde. Donc on crée ce monde virtuel, on crée des situations et ça génère des nouvelles données synthétiques qu'on peut utiliser pour entraîner d'autres modèles. Donc si vous voulez tester l'Omniverse de NVIDIA, vous allez sur Azure, vous mettez votre carte bleue et puis vous cliquez sur Get It Now. Et puis voilà, vous serez facturé 500 000 $ pour un an. Donc il faut plutôt avoir une bonne carte bleue.
Vous comprendrez pourquoi là aussi je ne l'ai pas testé. Autre point important avec NVIDIA, alors DeepSeek, c'est le chat GPT chinois. Quand il est arrivé, il sortait de nulle part. On va dire l'Occident était assez surpris que les Chinois soient capables d'avoir quelque chose d'aussi équivalent à chat GPT. Et bah, ça a créé un peu une sorte de crack. Les actions de ces sociétés américaines ou occidentales commençaient à chuter. Puis en fait, on a appris que même DeepSeek utilisait des processeurs NVIDIA, des GPU NVIDIA qu'ils avaient dû acheter par Taïwan, quelque chose comme ça. Ce qui fait que finalement, on s'est dit, ok, ils ont fait le soft, mais au niveau création du GPU, ils gardent encore une certaine avance au niveau des Américains. Il y a des alternatives open source qui commencent à émerger, genre TensorRent, qui a l'air de pas mal fonctionner. C'est l'équivalent des cartes graphiques NVIDIA. Le problème de ce genre de boîtes, quand elles sont un peu petites, soit au début, elles sont très bonnes et elles se font racheter, soit elles émergent, elles ne sont pas bonnes ou pas performantes ou hors de prix et du coup, elles ne sont pas intéressantes. Soit on a affaire à quelqu'un qui crée des bonnes cartes graphiques et qui en plus ne veulent pas se faire racheter pour des raisons éthiques, morales, politiques. Et là, NVIDIA peut mettre une petite partie de ses 4 trillions de dollars pour leur mettre des bâtons dans les roues. Donc, ils ont une telle avance qu'il y a peu de chances que quelqu'un les rattrape comme ça aussi simplement. Il faut savoir que aussi, ces GPU sont tellement critiques que c'est aussi une sorte d'enjeu géopolitique. Pour créer des GPU, il faut aller dans ce qu'on appelle des fonderies de création de semi-conducteurs. Alors, ASML, c'est une société néerlandaise, donc européenne, mais quand même très contrôlée par les Américains. On fait de la lithographie, on va dire que c'est un peu les moules pour fabriquer ce qu'on va mettre dans, qui va faire le moule pour fondre ces semi-conducteurs. Ensuite, on a TSMC, donc Taiwan Semiconductor Corporation ou compagnie, qui eux sont le leader mondial de création des semi-conducteurs, que ce soit pour NVIDIA ou pour Apple, les M4, M5, c'est créé par TSMC. Donc c'est vraiment un enjeu géopolitique parce que c'est un ultra leader dans le monde. Et donc comprenez bien pourquoi Taïwan, c'est un enjeu aussi entre la Chine et les États-Unis. Si la Chine met la main sur ce qui crée tous les semi-conducteurs qu'on met dans les voitures autonomes, qu'on met dans les IA, etc., ça crée un avantage. Donc, il y a une sorte d'équilibre qui se crée, puisque les Américains, on va dire, aident à contrôler cette partie-là. Taïwan est un petit peu entre les deux, essaye de fournir quand même côté Chine, côté Amérique. Et puis la Chine garde quand même son avantage d'avoir 80% des terres rares actuellement qui sont découverts. Donc, ça crée une sorte d'équilibre. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur NVIDIA. Ensuite, un autre acteur vraiment important autour de l'IA, c'est Tesla. Donc, Tesla, xAI avec Elon Musk. On peut commencer par leur data center qu'ils ont créé. Ils ont commencé avec 100 000 GPU NVIDIA connectés entre eux. Vous imaginez déjà, quand vous en connectez 3 ou 4 entre eux, vous avez une belle puissance. Eux, ils en ont mis 100 000 au début pour créer ce qu'ils ont appelé leur data center Colossus. Aujourd'hui, ils en sont à plus de 250 000 interconnectés avec différentes gammes de GPU. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc Tesla, ce sont les voitures autonomes que tout le monde connaît, mais c'est donc des robots taxis, l'idée de faire travailler sa voiture comme un taxi. Optimus, donc les robots humanoïdes. Ils ont aussi Starlink, donc qui fournit l'Internet par satellite. Actuellement, ça va équiper, je dirais en 2026, 30% des avions Air France. Donc c'est la qualité d'une fibre Internet directement dans un avion. Et Starlink, ils peuvent facilement mettre en orbite tous leurs satellites grâce à la société SpaceX. Donc ce qu'on peut dire, c'est que malgré tout, on peut critiquer Elon Musk, ses idées libertariennes. Les idées libertariennes, c'est que pour lui, un petit groupe de personnes doit prendre des décisions pour les masses. Tout le monde a le droit de s'exprimer, mais c'est un petit groupe de personnes plus intelligentes, plus érudites, on va dire, qui prennent des décisions. On est pour ou contre, on n'est pas là pour en discuter, mais
il a un plan. Ça c'est clair, il a un plan, qu'il soit bon ou mauvais, en tout cas, il déroule quelque chose, ce qu'il appelle le Tesla Master Plan. Donc ça, ce qu'on ne voit pas très bien ici, mais en gros, il met en place toutes les briques pour créer cet environnement avec du compute d'IA, des batteries qui se rechargent par le solaire, des robots Optimus, des camions pour amener de la marchandise, des voitures autonomes, des robots taxis, des robots, des stations de rechargement. Le master plan, au début, la première, on en a la version 4 actuellement, la version 1, c'était juste de créer une voiture sportive pour démontrer la puissance des voitures électriques. Après, c'était une voiture suffisamment autonome pour faire un grand voyage, etc. etc. Alors, voilà, juste pour la blague, hein, en France, on a un plan sur 48 heures et puis on change de Premier ministre. Mais tout ça pour dire que actuellement, son idée, c'est ce qu'il appelle la Sustainable Abundance. Donc l'abondance, on va dire, plus ou moins écologique, ou qui va se maintenir d'elle-même. Son idée, qui est soi-disant validée par des scientifiques, c'est de se dire que le Soleil, ce sera l'unique source dans le futur d'énergie de la Terre. On estime que le Soleil, il peut fournir à la Terre, je dirais de manière quotidienne, 173 000 terawatts. Donc ça fait, on a vu tout à l'heure qu'une centrale nucléaire, c'était à peu près 1 gigawatt. Donc ça fait 173 millions de centrales nucléaires fournies par le Soleil. J'estime qu'avec 2,5 km de panneaux solaires, on arrive à 3 gigawatts. Donc vous voyez, le gros data center tout à l'heure de 7 gigas, on peut y arriver. Et en couvrant 2% du Sahara, on pourrait couvrir la population mondiale. Lui, son idée, c'est de se dire, on met des panneaux solaires, on recharge des batteries qui seront en local, et puis localement, hop, on fait du compute local d'IA, on a nos voitures pour nous déplacer, on a des robots pour nous assister, et voilà comment il imagine une société de demain. Donc c'est aussi un gros acteur au niveau de l'IA parce que dans les robots et dans les voitures autonomes, il faut une sacrée puissance de calcul et c'est ce qu'il fait avec xAI. Donc si Elon Musk vous fait un peu peur, la société Palantir, ça va être encore pire. Palantir, alors à l'origine le mot vient de Lord of the Rings, ça veut dire pierre de vision. C'est-à-dire que quand on regarde dans cette pierre, dans cette série, enfin dans ce livre, à la base c'est un livre, on peut voir l'avenir. Mais encore plus fort, celui qui regarde dans la pierre de vision va avoir un avenir qui va être plus ou moins modifié par lui, ses intentions. Et je trouve que ça définit bien la société Palantir. Je vais vous expliquer après. Donc, ça a été fondé il y a assez longtemps, en 2003. À la base, c'était une équipe de gens qui essayaient de détecter automatiquement les fraudes dans PayPal. Et c'est avec ça qu'ils sont arrivés petit à petit à créer des données, des systèmes qui allaient vérifier les données dans de grandes bases de données pour détecter les fraudes aux cartes bleues dans PayPal, ce genre de choses. Aujourd'hui, ils sont allés beaucoup plus loin, ils ont commencé il y a quand même plus de 20 ans, et c'est quasiment une des plateformes d'IA les plus importantes au monde. C'est ce qu'ils appellent une Decision Making Platform qui permet des prises de décision par rapport à des énormes quantités de données pour les gouvernements, pour la finance, pour les militaires. Ils appellent ça AIP, donc Artificial Intelligence Platform. Et principalement, un de leurs outils, ils ont 3 ou 4 grandes offres. Une des grandes offres, c'est la surveillance de masse. Carrément, donc c'est un outil qui peut facilement se connecter à des tas de données, des réseaux sociaux, des données gouvernementales, etc., etc., et faire de la surveillance de masse. La France est même client, parce qu'ils n'ont pas trouvé de logiciel aussi performant chez nous, donc ils sont allés l'acheter aux US. Je crois que c'est la DG, je ne sais plus comment ça s'appelle, une sorte de service secret français, on va dire, qui l'utilise. Et donc, voilà, c'est vraiment une IA militaire, il crée des drones, il crée ces espèces de kits qu'on met sur les champs de bataille avec des drones qui va aller prendre les données, des données de finance, des données de prise avec les drones, de la surface tactique, et qui va dire ce qu'il est mieux de faire pour gagner un conflit. Ils ont aussi dans leur panoplie des IA qui vont décider des cibles à abattre sur un champ de bataille.
Et alors, ils nous disent qu'il y a encore une prise de décision humaine, mais de ce que j'ai compris, en gros, l'IA, vous avez un colonel qui est devant sa manette, et puis il a une seconde pour dire oui ou non si la cible proposée par l'IA doit être descendue ou pas. Avec parfois des dommages collatéraux, comme ils disent, qui tuent des personnes civiles. Et on sait que Palantir, c'est des outils qui ont été utilisés à Gaza. Donc, rapidement, on a plein d'autres acteurs, enfin plein, on a quelques autres acteurs américains. Alors, Meta, que vous connaissez, alors eux, leur modèle s'appelle Llama. Ils sont aussi en train de construire un énorme data center. Ils voulaient nous entrer dans le métaverse, ça a un petit peu fait flop, mais ça reste quelque chose qui va se faire selon moi. Amazon, bien sûr, eux, ils ont un logiciel qui s'appelle Bedrock, donc c'est surtout pour faire du dev, développer des applications autour de l'IA. Et eux, leur data center, ils vont le construire relié à son propre réacteur nucléaire. Comme ça, ils ont la puissance qui arrive directement pour alimenter leurs IA. Google, avec Gemini, DeepMind, Nano Banana, sont très aussi en avance. Google, c'est vraiment des boîtes de software, hein, vraiment d'intelligence à ne pas négliger. Anthropic, avec Claude AI, qui est une sorte d'enfant entre Amazon et Google, qui sont plus ou moins actionnaires, je ne sais plus à combien de pourcentage, qui est très fort pour faire du dev. Et puis l'historique, IBM, hein, avec Watson, hein, c'était vraiment au début de l'IA, les ordinateurs qui battaient les grands champions d'échecs. Alors, voilà, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avec les Américains. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire localement? Alors, j'ai demandé à l'IA de me dire, moi, je travaille principalement sur la région de Rouen, dans la Normandie, et il me propose de créer la Silicon Valley de la Seine. J'ai bien aimé le jeu de mots, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que déjà, il y a plusieurs trains qu'on a manqués, clairement, en France, en Europe. Bon, l'Internet et la gestion des DNS, c'est-à-dire qu'est-ce qui gère les noms de domaine en .com, etc., c'est les Américains. Donc ils gèrent tout. La Chine fait un peu essaye de lutter avec une espèce d'intranet chinois, mais voilà, la bulle Internet, etc., toutes ces applications, les Yahoo, les Google sont devenus milliardaires, sont les Américains. Le cloud computing est ce qui a permis de faire des applications sur téléphone mobile, c'est les Américains, c'est Amazon, c'est Azure, c'est Google. Les réseaux sociaux, c'est Meta et TikTok, donc, et les Chinois. Et l'IA, on est à l'aube de cette nouvelle révolution. France, Europe, qu'est-ce qu'on fait? Bon. Donc, j'ai mis cette petite phrase parce que voilà, l'avenir, elle peut se trouver sur votre territoire. Il ne faut pas oublier que vous êtes sur un territoire, ok, il y a des choses qui sont faites aux États-Unis et autres, mais concrètement, au quotidien, qu'est-ce qui se passe? Alors, en France, on a un champion qui s'appelle Mistral. Donc, c'est un chat GPT, vous l'avez peut-être déjà utilisé, fondé par des Français, des anciens de Google et de Meta en 2023, il y a 2 ans, c'est incroyable. En 2025, ASML, la société néerlandaise qui permet de faire les moules, là, qui font les semi-conducteurs, a mis 1,2 milliard cette année. Hein. Aujourd'hui, il va presque 12 milliards en 2 ans. Donc eux, c'est pareil, c'est rentable. Hein. Ils mettent 1 milliard, à la fin, ils ont quelque chose qui vaut 12. Hein. Et donc, c'est issu de la French Tech, hein, qui date de 2014, et des fameuses licornes françaises. Hein. Donc, ça date un peu, mais c'est dans la même, ça vient de la même chose. Hein. Donc, ça a été créé par Macron quand il était à Bercy. On a eu Doctolib, Back Market, Conto, et aussi le salon du Vivatech. Tout ça, c'est des innovations qui viennent de la French Tech. On peut discuter la réussite ou pas de la French Tech par rapport aux millions, voire milliards qui ont été injectés et par rapport à ce que ça redonne. Mais on a toujours su faire quand même des choses en France. On a eu toujours des très bons chercheurs. Internet, tout ça, c'est des modèles qui ont été inventés. On a toujours été très mauvais pour les vendre. Mais donc là, on en a un qui est pas mal. Alors, est-ce qu'on va réussir à le garder? Et ça, on verra bien. Au niveau infrastructure, ils sont un peu comme OpenAI, c'est-à-dire qu'on peut déployer avec du cloud ou sur site. Donc c'est aussi intéressant. Et surtout, c'est vraiment open source, contrairement à OpenAI.
Et donc, quand c'est open source, on peut ouvrir le code et savoir vraiment dedans quelles sont les règles de sécurité, est-ce que les données s'en vont ailleurs ou pas. C'est la force, on va dire, de l'open source. Alors, quand on est sur son territoire et qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? L'opportunité numéro 1 que je vous propose, comme le disait Elon Musk un peu, on va avoir des centres de données d'IA local. On peut imaginer que chaque gouvernement aura son IA pour gérer le site gouv.fr, pour gérer ses concitoyens, pour gérer certaines décisions comme avec Palantir ou militaires. Donc il y a forcément un moment, c'est un peu comme l'électricité, hein, il faut avoir ses propres réacteurs, il faut avoir localement pour son pays, et puis des petites antennes un peu partout. J'imagine qu'on aura quelque chose de similaire pour la France. Donc si vous êtes dans la pure infrastructure, ça peut être intéressant de travailler sur créer des petits data centers locaux spécialisés en IA pour les applications, les administrations locales. Peut-être que, je sais pas moi, la métropole de Rouen, elle aura besoin d'avoir son IA locale pour gérer ses sujets, ses concitoyens, et éventuellement fournir des services à des PME localement. Puisque ces puissances de calcul, on ne peut pas tout externaliser et tout laisser chez les Américains. Autre idée avec les infralocales, c'est qu'on va avoir une IA qui pourrait être embarquée directement dans les applications. Donc si vous êtes plutôt dans le côté dev, vous pouvez créer une application qui va gérer en local son intelligence. Puisque, par exemple, le MacBook, vous avez une puissance de calcul telle que ça peut faire tourner une IA très très facilement. Donc c'est aussi un axe sur lequel créer des applications. Et puis en plus, vous conservez les données localement, ça fonctionne en ligne quand vous n'êtes pas sur Internet. Pour certaines applications, ça peut avoir du sens. Alors pour se former sur ces sujets, je vous propose NanoChat. Vous cherchez ça sur Internet, qui permet de créer une IA ultra légère embarquée. C'est assez intéressant. Mistral, vous pouvez télécharger la version de Mistral et la faire tourner sur votre PC. Ollama aussi, c'est pareil, c'est pour rajouter une interface web de chat à votre Mistral local. Et LM Studio pour faire tourner sur un Mac tout un tas d'IA et de LLM. Ensuite, une autre opportunité qu'on peut faire localement, c'est tous les services autour de l'IA. Le premier que je vois, c'est le EU AI Act. Ça veut dire que l'Europe va nous, inciter à respecter certaines règles. Et donc, on peut imaginer, un peu comme le Calliope, avoir des personnes qui vont être des experts pour mettre en conformité des applications, des sites, tout un tas de choses par rapport à ces nouvelles normes de RGPD, de AI Act, etc. Et puis forcément aussi, on peut faire des formations, du coaching en entreprise, on peut imaginer tout un tas de services autour de l'IA. C'est ce qui paraît le plus évident. Moi, ce que je pense qui peut être plus intéressant encore, c'est d'avoir une espèce de micro-agence d'IA, c'est-à-dire une à trois personnes qui conçoivent et vendent des agents IA spécialisés. Qu'est-ce que c'est un agent spécialisé? C'est par exemple un agent qui va être une application qui va être basée sur l'IA et qui va avoir un rôle spécifique. Par exemple, un IA qui va être avocat et qui soit adapté aux problématiques locales. Par exemple, on peut avoir une IA qui va faire des ressources humaines, automatisation du tri des CV, rédaction d'offres, suivi des candidats. Une IA pour les artisans, par exemple, quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui est dans le bâtiment, il peut avoir un agent IA qui va lui générer ses devis, gérer tous ses emails, faire de la publication sur les réseaux à partir de photos de chantier, etc. Une IA juridique, ça j'en ai parlé, un assistant pour préparer les contrats, vérifier les obligations légales, une IA pour gérer toute la partie administrative. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que votre expertise que vous avez déjà, si vous êtes dans le domaine du travail intellectuel, vous pouvez le packager dans un agent, le vendre et démultiplier votre temps. Donc ça aussi, c'est une piste, je pense, qui peut être très intéressante à essayer de vendre ou du moins à mettre en place sur sa région. La dernière opportunité, ce qu'on appelle le solopreneur. Alors, je crois que c'est Sam Altman de OpenAI qui a parlé de la One Person, One Billion Company, prédit qu'il y a une personne
entouré de tout un tas d'agents IA qui va réussir à générer 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Actuellement, une personne seule génère peut-être 1, 10, 20, 50, 100 millions, seule, hein, sans équipe, je ne sais pas. Mais avec ce qu'on appelle Agentic AI, c'est-à-dire le fonctionnement avec des agents IA, on peut vraiment se créer une équipe. Par exemple, ici, c'est un schéma où on a une personne qui veut, je sais pas moi, publier du contenu sur les sites web ou sur les réseaux sociaux. Bah, il va y avoir tout un tas d'agents, chaque petit cube est un agent et qui va être spécialisé dans un domaine particulier. On a un agent, par exemple manager, il reçoit les demandes et lui, il organise les autres agents. Ensuite, on a un agent assistant, il demande à ChatGPT c'est quoi le plan d'action. Il fournit à l'agent manager et puis lui, il coordonne les autres. Il y a un agent qui va aller faire des recherches sur les réseaux sociaux pour voir les sujets tendances. Ensuite, il va dire à l'agent blogueur d'écrire un article. C'est un agent expert en création d'articles. Puis, il y a un agent qui va publier sur le site web. Il y a un agent qui va coder le site. Il y a un agent qui va uploader. Donc, vous imaginez toutes les possibilités. C'est au lieu d'avoir une équipe, on a une équipe d'agents d'IA virtuels. Et donc, c'est combiné à, je dirais, à le fait d'être seul, un solopreneur. On peut démultiplier comme ça et avoir une équipe. Autre chose qui va permettre d'aider une seule personne à atteindre des chiffres d'affaires assez importants, c'est ce qu'on appelle le vibe coding, c'est-à-dire le fait de coder des applications uniquement en parlant à l'équivalent d'un ChatGPT, en lui disant « je veux une application mobile qui fait ça, ça, ça et ça ». Et en quelques secondes, vous avez votre application mobile, le code qui est prêt. Vous n'avez plus qu'à l'uploader dans un App Store. Aussi facile que ça. Donc on en est au début. Le plus puissant pour l'instant, c'est Claude AI. Donc pareil, si vous l'utilisez. En tout cas, actuellement, c'est très utile pour faire un POC. Par exemple, vous avez une idée d'une application que vous voulez créer. Vous demandez à Claude de vous créer le MVP, du moins la première version. Vous l'uploadez et vous allez chercher des investisseurs. Énormément de temps gagné, plus besoin d'avancer des frais avec des devs, etc. Donc très intéressant. Et pour tester la partie Agentic AI, où on peut coordonner tout un tas d'agents entre eux, vous pouvez aller voir n8n.io qui permet vraiment de coordonner comme ça tout un tas d'agents entre eux. Normalement, c'est mon dernier slide. La présentation est un petit peu longue, mais je pense que c'était des sujets assez importants et dont je voulais vous parler. Alors celui-là, c'est très simple, c'est pour montrer les différentes évolutions, les différentes, je dirais, mini-révolutions dans le domaine de la tech, avec le cloud, le mobile, toute la partie IA, avec différentes couches hein, sur la partie logicielle. On a l'infra, avec Amazon, Azure, Google, Apple. On a la couche de sécurité, hein, avec Cloudflare, Zscaler. Ici, il n'y a que des sociétés qui ont généré plus d'1 milliard de revenus. Hein. La plupart, on les connaissait, on en a parlé, hein, Palantir, Meta, Uber, vous connaissez. Au niveau de la gestion des données, Splunk, MongoDB, Elastic, tout ce qui est la partie de développement, Atlassian avec les Jira, les GitHub et compagnie. Au début, à l'ère du cloud, on avait ces compagnies qui sont émergées, ServiceNow, Salesforce, la gestion des utilisateurs, des tickets, Shopify pour créer des boutiques, Dropbox pour gérer des documents, etc. Ensuite, avec le cloud, on est passé directement sur l'ère mobile et les plateformes de mise en relation, Uber, on a du TikTok, on a du Deliveroo, Snapchat, Meta. Ça, c'est les entreprises qui ont fait plus d'1 milliard. Aujourd'hui, sur l'IA, est-ce qu'on veut aller concurrencer Amazon, Nvidia, Azure, OpenAI, Meta? Je pense que ça ne vaut pas le coup. Ils sont déjà là, ils sont bien en place. Par contre, sur la couche applicative, bah, vous pouvez penser à tout ce que vous voulez. Je me rappelle quand on était passé à l'ère du cloud, j'avais des ingénieurs dans mon équipe qui faisaient un peu le rôle de cloud evangelist. Ils disaient pour être une cloud company, il faut tout revoir. Il ne faut pas avoir une infrastructure à la papa, il faut penser cloud, il faut penser serverless. Donc il faut tout revoir. Je pense que pour l'IA, c'est un peu pareil. Il faut vraiment être une AI-centric company, comme ils disent. Et clairement, vous pouvez être le prochain Spotify, peut-être de créer une application de musique où on va dire, moi, je veux une musique qui me fait ci, ça, ça et ça, et la musique, elle est générée automatiquement, spécialement pour vous. Par exemple,
Je ne sais pas s'il y a un business model autour de ça, mais Airbnb, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout est à créer, donc je pense qu'on est vraiment à l'aube, comme je disais, d'une petite révolution, peut-être majeure, ça on peut en débattre. En tout cas, au niveau opportunité, plus la mise en perspective des opportunités locales, ben voilà, je pense qu'il y a vraiment de l'espace. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour la suite.